Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition du 20h. À la une, en sport, l'arbitrage camerounais revalorisé par la Fédération internationale de football, l'association en abrégé FIFA. 2 arbitres dont un central vont officier lors du mondial. Brésiliens Mokwande Evariste et Alioum Sidi sont les heureux élus. Le tribunal criminel spécial doté des officiers de police judiciaire. La mise sur pied de ce corps spécialisé rend définitivement opérationnel cet organe de justice au Cameroun. Enfin, les entreprises publiques ou privées du Cameroun peuvent-elles se passer du délégué du personnel? Eh bien, c'est la question qui nous intéresse en deuxième partie de ce journal, au moment où l'heure est à l'élection de ces délégués du personnel dans les différentes sociétés. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Bonne nouvelle pour le sport camerounais en général et l'arbitrage en particulier, avec donc le choix de la FIFA porté sur 2 arbitres camerounais. Il s'agit notamment d'Evariste Mokwande et Alioum Sidi. Ces 2 vont officier lors du grand rendez-vous de football mondial au Brésil dès le mois de juin prochain. Nos reporters Élisée Bogba et Yannick Bazoua sont allés au domicile de l'un de celui-là qui va donc officier pour la toute première fois comme arbitre central, Alioum Sidi. Suivez plutôt. Alioum Sidi, je suis natif de l'extrême nord. Un nom peu connu dans le milieu du football, mais célèbre dans le corps arbitral mondial. Né en 1982 à Maroua, c'est dans le quartier Obili où réside ce noble Camerounais qui portera valablement le vert, rouge et jaune parmi le corps arbitral de la Coupe du Monde Brésil 2014. Fais-moi ton sifflet pour que j'aille à ta place. Ah ouais. Ok, il n'y a pas de problème. À notre arrivée à son domicile, la fraîche et bonne nouvelle continuait de faire long feu. Un ami venu du Congo. J'ai voulu au Congo comme arbitre. Franchement, dès que la nouvelle est sortie, il a fallu que je vienne soutenir mon grand frère. Mon idole, en quelque sorte, c'est vraiment mon idole quand il s'agit de l'arbitrage. Un frère de Limbe. Le fait qu'il aille, il est sélectionné pour la Coupe du Monde, aller arbitrer la Coupe du Monde 2014, pour moi c'est une grande fierté. Sa maison bande de monde au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Sa femme ne cache par ailleurs pas toute sa satisfaction. Je suis très content parce que mon mari ira arbitrer la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Vraiment, Dieu merci. Il en est de même de ses frères et sœurs. Je suis très contente parce que mon oncle ira arbitrer la Coupe du Monde 2014 et c'est un grand honneur pour la famille. Je m'appelle Hamadou Aminou Ben, je suis le frère d'Alioum et je suis très content pour qu'il participe au Mondial Brésil 2014. Satisfaction également partagée par Alioum Sidi qui n'a pas manqué de remercier Dieu ainsi que tout son entourage. Dieu merci, je remercie tout le monde qui m'entoure, en particulier la commission des arbitres de la FECAFOOT, avec l'officier du développement MC EVE, qui sont toujours sur moi, qui me donnent toujours des conseils. Actuellement, ce musulman s'apprête à effectuer un voyage pour l'Espagne le 5 février prochain pour un premier stage. Et en mars, il s'envolera pour Zurich, en Suisse, pour un deuxième et dernier stage. Eh bien, notons à la suite de ce reportage de Yannick Bazoua que le corps arbitral camerounais réagit positivement au choix porté sur 2 des leurs, notamment Evariste Mokwande et Alioum Sidi. Les arbitres qui officient dans la ville de Douala réagissent dans ce reportage de Jean-Johnny Peck et Hervé Kemier. Le sifflet camerounais au Mondial 2014, Alioum Sidi, arbitre réserviste, et Mokwande Evariste, arbitre assistant titulaire, seront les ambassadeurs du Cameroun au grand rendez-vous du football mondial au mois de juin prochain, ce qui confirme la progression des arbitres camerounais sur la scène internationale. En matière d'entraînement, s'il faut le prendre comme ça, je crois qu'ils ont de quoi tenir parce que le championnat camerounais, avec les multiples critiques des gens qui ne connaissent pas les lois de jeu, nous amène et nous pousse permanemment à la perfection. La sélection des officiels pour le Brésil s'est faite essentiellement sur la base de leur personnalité et de la qualité de leur compréhension du football,
en termes de lecture du jeu et de reconnaissance des approches tactiques des équipes dans chaque match, précise la FIFA. Peut-on parler d'un lobbying pour cette sélection camerounaise au moment où des grandes nations du football mondial ont vu leurs arbitres écartés? Les arbitres camerounais sont beaucoup plus décriés à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que la saine application des lois de jeu chez nous est très difficile. Elle est très difficile et ceux qui arrivent à le faire sont toujours très mal compris. Donc les données sont beaucoup plus faciles là-bas qu'à l'intérieur. Un arbitrage camerounais honoré par la FIFA, mais décrié sur le plan local, qui fait l'objet de plusieurs critiques des acteurs du football camerounais. L'arbitrage connaît quand même des problèmes où ce n'est pas toujours le cas, les lois du jeu ne sont pas appliquées par ces arbitres. Et il y a des cas où des arbitres camerounais sont soupçonnés de fausser les matchs. On devait revoir notamment la formation des arbitres, du moins le recyclage des arbitres. Ils devaient repartir à l'école pour essayer de revoir les fondamentaux de l'arbitrage. En dépit de la sélection de Menkwande Evariste et Alium Sidi pour le mondial Brésil 2014, l'arbitrage camerounais doit encore accomplir du travail pour espérer intégrer le plus haut niveau du football mondial. En santé, pas de crainte pour le vaccin contre la poliomyélite, rassurent les médecins. Les injections ne figurent pas au programme de la campagne de vaccination contre la maladie qui a débuté ce jour à Douala. C'est plutôt pour le vaccin polio oral qui est utilisé. Dallas Chana et Sylvestre Hippolyte Zangao. Le cas de poliomyélite qui a été détecté au Cameroun il y a quelques mois est le cas le plus virulent. Il s'agit du poliovirus sauvage qui nécessite une lutte efficace. Pour cela, déjà vaccinés ou pas, tous les enfants en bas âge sont concernés par la campagne de vaccination en cours. Quel que soit l'état vaccinal de l'enfant, s'il est dans la tranche d'âge, s'il est dans la cible de 0 à 10 ans, il doit être vacciné. Qu'il ait pris le vaccin ou qu'il n'ait pas pris le vaccin, vous avez vu, on a vacciné un nouveau-né là. On ne cherche pas à savoir est-ce qu'il a été vacciné ou est-ce qu'il n'a pas été vacciné. On ne demande même pas le carnet de vaccination pour se rassurer. S'il est dans la tranche d'âge, effectivement, on le vaccine. Cette nécessité à faire vacciner les enfants est également due au fait que certains organismes déjà vaccinés ont développé des antigènes. Il y a le poliovirus sauvage qui est dangereux et il y a le poliovirus qu'on peut acquérir lorsque nous avons été vaccinés. C'est-à-dire un organisme qui n'a pas pu réagir favorablement à la vaccination a plutôt développé des antigènes qui sont des antigènes et c'est ce qu'on peut dépister à ça. C'est pour cela qu'on parle de poliovirus vaccinal. Mais là, il y a le poliovirus sauvage, c'est celui qui cause effectivement la maladie. Au vu de ces différents aspects, il n'est donc pas question de continuer à tolérer la réticence de certains parents. Un parent qui est résistant, qui n'amène pas ses enfants à la vaccination, est un danger pour les autres qui amènent les enfants à la vaccination. Ce qui fait que même s'il faut qu'on use des mesures répréhensibles, on sera obligé de saisir les autorités compétentes pour amener ces parents à respecter les instructions gouvernementales parce qu'il faudrait effectivement qu'on protège les enfants contre la polio. Si l'objectif de cette campagne de vaccination en cours est d'atteindre les 100%, il est clair que sur le terrain, il va falloir davantage travailler pour trouver l'adhésion de tous les parents. Alors, vaccinés ou non vaccinés, tous les enfants âgés de 0 à 10 ans doivent recevoir leur vaccin contre le poliovirus sauvage. Les médecins affirment que cette forme aiguë de la poliomyélite étant déclarée au Cameroun, il faut prémunir tous les enfants de bas âge. Retrouvons une fois de plus Dallas Chana et Sylvestre Hippolyte Zangao. Les pleurs de la petite Leïla, âgée de 8 mois, ne dissuadent pas les médecins. Rien à faire. Comme tous les enfants âgés de 0 à 10 ans, elle doit recevoir son vaccin pour se prémunir de toute contamination au poliovirus sauvage, dont 4 cas ont été détectés au Cameroun en 2013. Si les médecins révèlent que l'une des principales craintes des parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants est l'injection, pour cette campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, il n'y a pas de souci à se faire, car les seringues ne sont pas utilisées. C'est le vaccin polio oral qui est administré aux enfants. Et c'est ce vaccin que nous utilisons même dans le cadre du programme élargi de vaccination. Les enfants ne vont pas recevoir une injection, ils ne vont pas fuir parce qu'ils vont voir des seringues. Ils vont recevoir plutôt 2 gouttes. Rassurés ou pas, pour cette mère, le plus important est de protéger ses enfants contre la maladie. J'accepte pour éviter la maladie. Je l'ai fait vacciner. Jusqu'au mois de mars 2014, les enfants ciblés par cette campagne pourront ainsi recevoir leur vaccin
contre la poliomyélite. Affaire des 9 disparus à Malimba, dans le département de la Sanaga-Maritime. On en reparle 5 mois plus tard. L'un des individus interpellés dans le cadre des enquêtes menées dans cette affaire vient de rendre l'âme. Ce dernier serait mort en se rendant au tribunal à Edea. Le récit des faits avec Rodrigue Ngassi et Sandrine Babou. Ils étaient 8 au total impliqués dans la disparition des enfants de Malimba à Edea au mois d'août 2013. Ils seront finalement 7 sur le banc des accusés après le décès d'un des leurs. Le nommé Ndonga Antoine a rendu l'âme 5 mois après son interpellation dans cette affaire. Des sources rapportent qu'il a eu un malaise qui lui a été fatal. Nous avons informé les concernés de ce qu'ils allaient comparaître ce matin. Le nommé Ndonga Antoine a choqué. Il a eu un choc. Alors qu'il était en train de causer avec les autres, subitement il est tombé. Il s'est couché. Et le matin, on l'a plutôt transporté au tribunal ou arrivé devant le tribunal, il a rendu. Ndonga Antoine ne répondra donc pas des faits de pratique de sorcellerie qui lui sont reprochés dans la disparition mystérieuse de 9 jeunes enfants le 30 août 2013 dans la localité de Bolunga, Malimba. Âgés de 6 à 12 ans, on se souvient que ces enfants s'étaient rendus dans la forêt, ramasser des fruits et ne donneront plus signe de vie. Une disparition qui avait tenu en haleine Bolunga Malimba, nécessitant même la descente sur les lieux des autorités de la région du littoral. 8 enfants sortiront de cette forêt et on est toujours sans nouvelles du 9e, Eugène Mwamwangel, 12 ans. Depuis ce 15 janvier 2014, l'affaire des 9 disparus de Malimba est ouverte au tribunal d'Edea. Nous restons dans la Sanaga-Maritime pour parler de ce mouvement d'humeur qui a eu lieu il y a quelques jours au lycée des Lok-Batindi. Les élèves de cet établissement d'enseignement secondaire sont sortis en masse pour revendiquer une meilleure prise en charge. Il faut noter que ce lycée accuse un déficit en enseignants. Rodrigue Ngassi et Sandrine Babou une fois de plus. Des élèves qui manifestent dans la cour de leur établissement, des salles de classe fermées, c'est l'ambiance qui règne ce 15 janvier 2014 au lycée de Lok-Batindi, dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Ces jeunes apprenants expriment leur ras-le-bol, un mécontentement dû au manque d'enseignants et qui paralyse leur formation. La classe de 4e passe tout un an. Ils ont un an plein sans faire cours d'anglais, cours de français, cours de physique, chimie, technologie. Et voilà croisant que la situation perdue, selon ces élèves, le proviseur du lycée de Lok-Batindi en est la cause. Il y a un professeur de maths qui part, il dit il ne fait plus cours parce qu'il n'est pas bien payé. Il part, le professeur des SVT vient, il dit en tout cas je ne suis pas obligé de vous enseigner. On ne me paye même pas bien. On vous pensez que je ne reçois pas mes primes. Le professeur dit lui ne veut pas les vacataires. Il chasse les vacataires. Il veut les plaire. Une pilule amère, surtout pour ceux en classe d'examen. Quand vous arrivez en terminale, il n'y a pas de cours d'histoire géo. Il n'y a pas SVT. Hein? Il n'y a pas de philosophie. Rien. À côté de cette principale revendication, les élèves du lycée de Lok-Batindi font face à un problème d'infrastructure. Des salles de classe construites en matériaux provisoires, dépourvues de fenêtres et de tables-bancs, des toilettes insalubres, tout ceci noyé dans de hautes herbes. Nos portes sont gâtées. Nous, on veut les nouveaux portes. On veut les ordinateurs. On veut les nouveaux tableaux. On veut les nouvelles tables-bancs. Même l'eau potable reste une denrée rare ici. Le professeur nous chasse hors de l'établissement pour aller puiser l'eau peut-être à 2 km d'ici. L'eau qui n'est pas potable. Une manifestation qui s'est déroulée en l'absence du patron des lieux. Rendu au 2e trimestre de l'année scolaire 2013-2014, les élèves du lycée de Lok-Batindi ne savent plus à quel sein se vouer. Jusqu'à ce 16 janvier 2014, les cours n'avaient pas repris au lycée de Lok-Batindi. Eh bien, le lycée de Lok-Batindi, c'est bel et bien dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Le commerce des bidons et autres cuves prospère à Yaoundé, la capitale. Les populations ont recours à ces récipients pour se ravitailler en quantité d'eau suffisante leur permettant de faire face à la pénurie qui sévit à Yaoundé depuis quelque temps. Pour les précisions, voici le reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Avec les multiples coupures d'eau, la vente des bidons, fûts, cubiténaires et autres citernes
a le vent en poupe. Ça va coûter combien? 1500. Pour vous, c'est cher ou c'est moins cher? Mais ça va me servir. C'est bon. La cuve, c'est 5000 litres. On achète parce qu'il y a un problème d'eau à Yaoundé. Il faut ça pour réserve d'eau dans les maisons. La demande qui était déjà en hausse a connu un pic avec le début de la saison sèche et les incessantes pénuries. Oui, depuis qu'il y a les coupures d'eau ici, là, bon, on se bat et les clients viennent aussi acheter ça pour l'eau. Les récipients qui passent beaucoup ici, il y a les 20 litres et les cuves de 1000 litres et 2000 litres, 3000 litres, 4000 litres pour les châteaux d'eau. Mais il y a parfois, on fait 2 jours sans vendre. Même un bidon de 5 litres, on ne vend pas. Mais il y a les jours qu'on vend quand même. Comme on connaît dans le commerce, il y a les jours du marché, il n'y a pas les jours du marché. Mais on se bat quand même, on arrive à nourrir notre famille. Les acheteurs viennent des quartiers où les coupures d'eau sont plus récurrentes. Mendon, Damas, Siméon et autres carrières. Depuis 6 ans, il n'y a pas d'eau. Pratiquement 6-7 ans, il n'y a pas d'eau. On a fait les forages pour recueillir les eaux et les garder à l'intérieur, pour que ça puisse nous alimenter, nous servir à la maison. Et puis ça à 400 000 francs. C'est donc la saison des grandes affaires pour les vendeurs, même s'ils disent ne pas en tirer un grand bénéfice. Nous ne sommes pas des fabricants de bidons. On achète dans les sociétés qui fabriquent, soit les sociétés qui importent les produits dans ces récipients. Or, nous ne sommes que des petits revendeurs. Or, quand ils sentent qu'il y a beaucoup de demandes, ils augmentent le prix. On est là seulement pour servir la population. Les seules difficultés qu'on rencontre, il n'y a que la voirie qui passe nous mettre mal à l'aise. À tout moment, ils passent, ils portent les choses, les marchandises partent avec. Quand on revient là, on ne retrouve plus la marchandise. Ils ont à départager, chacun est rentré chez lui avec, et ce n'est pas bien. Pendant que le commerce des bidons, fûts et hautes citernes gagne en intensité, Camwater annonce un début de soulagement au profit des populations de Yaoundé. Eh bien, Marcelin Gansop, vous l'avez bien fait de le signaler au bas de votre reportage. La Camwater qui annonce donc un supplément de 5000 mètres cubes d'eau dans le réseau de distribution de Yaoundé, mais une quantité pas assez suffisante puisque la demande journalière est estimée à 2500 à 250 000 mètres cubes d'eau. Retrouvons une fois de plus Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. À Yaoundé, les besoins en eau des populations aussi autour de 250 000 mètres cubes par jour. Or, l'offre actuelle est seulement de 100 mètres cubes par jour. Elle est supportée essentiellement par la station de captage d'Akomniada, située en Balmayo, dans le département du Nion-Esso. Du coup, l'espoir des populations d'étancher leur soif repose sur la station de traitement de la Mefou, située au quartier Colbison, une banlieue de Yaoundé. Abandonné depuis 1990, cet ouvrage vient d'être réhabilité dans le but d'améliorer la desserte en eau potable de la capitale. Ce sont au total 50 000 mètres cubes d'eau supplémentaires qui seront injectés par jour dans le réseau. Et les premiers jets parviendront dans les ménages dans les prochains jours, ce qui portera à 150 000 mètres cubes par jour la production d'eau potable destinée au ravitaillement des populations de Yaoundé. C'est un plus, mais qui reste encore très insuffisant. Du coup, il ne faut pas rêver en croyant que la mise en service de la station de la Mefou va résoudre tous les problèmes. Que non, Yaoundé a encore besoin d'au moins 100 000 mètres cubes d'eau par jour pour satisfaire la demande actuelle. Sans compter qu'avec la démographie sans cesse galopante, la demande sera continuellement croissante. Conséquence logique, les pénuries d'eau continueront à assoiffer les populations de la capitale. Nous allons, au courant de cette année, puisque les marchés ont été déjà passés, mettre en place des mesures d'urgence avec des innovations technologiques. Donc d'ici fin octobre, début novembre, nous aurons 40 000 mètres cubes supplémentaires par jour qui viendront d'Akomniada. C'est dire que le gouvernement a encore du pain sur la planche pour offrir aux Yaoundéens la principale source de vie. L'eau, ce précieux liquide, s'ira dans les robinets ces derniers temps. Parlons du tribunal criminel spécial pour noter que le corps spécialisé des officiers de police judiciaire sera bientôt opérationnel. Le président de la République a procédé à la nomination des membres du dit corps. Élisée Mbogba et Yannick Bazoua nous en disent plus dans ce reportage.
Créé le 3 mai 2013 par décret présidentiel, le corps spécialisé des officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial sera effectivement opérationnel dans les tout prochains jours. Et ce, suite à la nomination par le chef de l'État vendredi dernier de ses responsables. Pour les avocats au barreau du Cameroun, ces nominations arrivent à point nommé. Vous savez que c'est une juridiction spéciale. Il s'agit d'une nouvelle juridiction, c'est-à-dire de nouvelles procédures, c'est-à-dire de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de juger et de comprendre le dossier et dans des délais impartis. Surtout que ce corps est un véritable coup d'accélérateur en matière de procédure pénale au niveau du tribunal criminel spécial. Donc ça va accélérer toutefois. Je crois que le souci de cette nomination, le souci de cette décision présidentielle de trouver un peu plus de sérénité et d'urgence. Mais les avocats soulignent tout de même quelques points culminants. Aujourd'hui, ils doivent être formés relativement au texte d'application. C'est-à-dire quels sont les délais de poursuite, qu'est-ce qu'ils peuvent demander aux accusés, quels sont les garants qu'ils peuvent prendre, comment restituer le corps du délit, quelle est la procédure, c'est tout ça. Il s'agit de l'application d'un décret du chef de l'État. Et chacun doit voir dans les méandres de ce décret comment faire sa tâche. Un corps spécialisé des officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial qui sera sous la houlette du commissaire divisionnaire Enyego Bolon et secondé par le lieutenant-colonel Kizito Fiacre à Tangana. Hier, 15 janvier 2014, était jour d'élection pour les délégués du personnel dans les différentes administrations au Cameroun. Des opérations qui se sont déroulées sous fond de crise. Pour ce qui est des employés des communes de Douala ou des syndicats attendent le verdict du tribunal dans le différend qui les oppose. Le reportage de Dalash Tana et Aïk Cyril. L'arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale brille par son innovation. Il fixe les élections des délégués du personnel le même jour sur l'ensemble du territoire national. En principe, ces élections devaient avoir lieu en 2013. Ça a été repoussé. Donc peut-être c'est ça qui a motivé le ministre à ce que cela se passe partout pour qu'il n'y ait plus un autre report. Ce lundi était donc jour d'élection. Mais un jour d'élection pas comme les autres chez les personnels des communes d'arrondissement de Douala. À notre arrivée à Douala 4e en début d'après-midi, la liste des candidats et des électeurs est affichée au Babillard, mais la salle est encore vide. À notre niveau, tout est fin prêt, l'organisation matérielle telle que prévue par les textes. Nous sommes prêts, nous n'attendons que le représentant du délégué régional du travail pour que nous lancions des hostilités. La tentative d'avoir les raisons du retard ou de l'absence des inspecteurs du travail est vaine. À la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du littoral, Madame le délégué, absente, intime l'ordre par téléphone à ses collaborateurs de ne pas répondre à la presse. Le périple se poursuit à la... Toutes nos excuses pour cet incident survenu à la fin de ce reportage. Nous restons avec Aïk Cyril et Dalash Tana qui vont essayer de revenir sur l'émission assignée aux délégués du personnel. Personnes de bonne moralité et jouissant d'un charisme particulier, les délégués du personnel servent de courroie de transmission entre le personnel et l'administration dans une entreprise. Le délégué du personnel dans une entreprise, tel que prévu par la Convention de Genève, doit être un homme, n'est-ce pas, qui joue le rôle de l'intermédiaire entre l'employeur et les ouvriers. Par exemple, s'il y a des problèmes de salaire, des problèmes d'ordre professionnel, c'est celui-là qui est habilité à aller vers l'employeur, poser le problème. Bien qu'ils aient pour mission de défendre les intérêts des employés, il est des employeurs qui saluent la présence des délégués du personnel dans leurs entreprises. L'élection des délégués du personnel de ce jour est une occasion pour que le personnel se choisisse les hommes et les femmes capables de travailler de concert avec l'exécutif municipal afin que nous soyons des partenaires, comme on les appelle généralement, des partenaires sociaux. C'est un discours qui peut paraître flatteur,
Mais les délégués du personnel doivent éviter toute connexion avec le patron. Quand vous avez des affinités avec l'employeur, vous ne devez pas être délégué de personnel. D'emblée, vous êtes éliminé. Un délégué de personnel, c'est d'abord celui qui est dans une entreprise, qui est reconnu comme ouvrier, agent dans cette entreprise et qui ne doit pas avoir des affinités avec l'employeur, de peur que ça n'influence, n'est-ce pas, sur des décisions à prendre quand il le faut. Les délégués du personnel qui viennent d'être élus dans les différentes administrations ont un mandat de 2 ans. Leurs droits sont protégés par la Convention 135, convention dite de Genève. Trafic dans la ville de Douala, ça circule difficilement au lieu du feu rouge à Bessenguin. Et pour cause, les travaux en cours pour le passage des tuyaux d'eau ont paralysé l'axe allant de feu rouge au carrefour à Jip. Voici à cet effet le reportage de Mitirandam et Flore Tamko Bensi. La file est longue et les automobilistes obligés à faire appel à leur sens de patience. Ce qui crée cet embouteillage monstrueux, ce sont les travaux en vue du passage des tuyaux d'eau. L'opération paralyse la circulation au carrefour feu rouge Bessenguin, à la grande désolation des usagers qui doivent davantage faire face à d'énormes difficultés pour circuler. Avec les motos et dans le taxi, il faut attendre longtemps. Si vous faites un tour là, vous allez voir que les taxis longent jusqu'au niveau de l'Europe Hotel. Ainsi que les motos, c'est carrément bourré. Passage aux piétons, vraiment impossible. Je pense qu'ils devaient s'arranger de telle sorte que lorsqu'ils font les travaux, je ne sais pas comment ils devaient faire, mais ils scindent quand même pour nous permettre les passages, ne serait-ce qu'aux piétons, qu'on puisse se passer. Nous, les travailleurs de Bonanjo, nous avons des difficultés de se rendre au boulot. Parfois, on arrive tard à cause de la circulation et des travaux qui empêchent à ce que des véhicules, les taximens y arrivent au fond, là au carrefour municipal pour prendre des clients et amener à Bonanjo. Les travaux qui vont aller jusqu'au pont sur le Vouri servent une bonne cause selon des usagers, celle d'assurer la disponibilité de l'eau potable au plus grand nombre d'habitants de la capitale économique. Seulement, des populations sont obligées de payer le prix fort. Pour l'embouteillage, c'est la conséquence à payer, mais bon, l'année 2013, ce qui s'est passé au niveau de Yaoundé, avec les pénuries, je pense que s'il y a des travaux comme ça continuellement, la ville de Douala et ainsi que le Cameroun entier va cesser de souffrir en eau potable. Certains automobilistes ont choisi d'éviter la zone concernée par les travaux. Certains de ceux qui prennent le risque revoient le coût du transport à la hausse. Parfois, ça dépend, il va te dire 300, il va te dire 400 pour la destination. On quitte à toi de voir si tu peux emprunter ou pas. Quand il y a les embouteillages, là, on paye un peu cher la moto. On esquive le carrefour, on part contourner par Omnisport là. Pour contourner, au lieu de 200, on prend même 250. Les usagers du lieu dit feu rouge Bessenguin au carrefour Ajip attendent impatiemment la fin des travaux, question de circuler un peu plus librement. À l'étranger, crise au Sud-Soudan, le gouvernement de Salva Kiir durcit les tons au moment où les deux partis restent campés sur leur position. Les précisions avec les confrères de CCTV. Un mois jour pour jour après qu'a éclaté la violence qui divise le pays, beaucoup espéraient que la tant attendue adresse à la nation du président contienne de bonnes nouvelles. À la déception de ceux-ci, le bureau du président s'est contenté de déclarer que le principal médiateur, Seyou Mesfin, a été à Juba et que le président Kiir a clairement réaffirmé sa position lors des pourparlers. Le président lui a indiqué quoi dire et les médiateurs poursuivent sur cette ligne. Et si quelque chose survient, nous vous le ferons savoir. Le point de désaccord demeure la détention de 11 sympathisants rebelles. Le dirigeant des rebelles, Riek Machar, exige leur libération, ce que le président Kiir refuse. C'est une position qui n'a pas évolué au travers des semaines de pourparlers. En l'absence d'une adresse à la nation de Salva Kiir, les nouvelles ici continuent d'être dominées par des rapports sur les combats. Un tableau sans cesse plus embrouillé. Les gens aspirent à la sécurité. Je vous invite à présent à nous retrouver dans la deuxième partie de ce journal. Nous allons parler du délégué du personnel, sa place dans la structure administrative.
Hier, comme on le disait, était jour d'élection au Cameroun pour ce qui concerne les délégués du personnel. Quelle est la place et même l'importance qu'occupe cette fonction dans les entreprises et même l'administration? Pour en parler, nous recevons Ganava Vamana. Bonsoir. Bonsoir, M. Etienne Azege. Vous êtes inspecteur numéro 1 du travail à la délégation régionale pour le littoral. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, est-ce que les entreprises privées ou alors publiques peuvent-elles se passer du délégué du personnel? Pas du tout. Puisque, en réalité, l'importance des délégués du personnel pour ces entreprises, c'est qu'ils assurent la défense du personnel. Bon, mais est-ce que, à votre niveau, vous avez quand même pu constater que effectivement toutes ces structures, toutes les entreprises, du moins pour ce qui est de la région du littoral, respectent cette prescription? Bien sûr, puisque depuis hier, nous enregistrons et jusqu'à aujourd'hui des PV qui arrivent de toutes les entreprises. Et nous continuerons de les enregistrer. Et je me dis, puisque s'il n'y aura pas ces PV, peut-être à une certaine période, nous passerons à des mises en demeure. Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour ces structures-là qui ne respectent pas cette disposition du Code du travail? Les dispositions prises par le ministre du Travail demandent qu'en réalité, toutes les entreprises prennent toutes leurs dispositions de participer à ces élections du 15 au 16 et que tous les procès-verbaux parviennent à l'inspection du travail à partir du 15 jusqu'au 16. Et nous dirons peut-être prochainement, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça pourra s'arrêter, mais nous prenons les dispositions que si à partir du 16 rien n'est fait, je vais dire à partir du 16 rien n'est fait, on procédera peut-être à des mises en demeure qui amèneront ces entreprises à se conformer à la loi prise par le ministre du Travail. Alors parlons à présent du délégué du personnel en lui-même. On note que parmi ses prérogatives, entre autres la réclamation, alors comment est-ce que le délégué du personnel doit-il exercer cette fonction, ou alors c'est ce qui lui est reconnu, c'est-à-dire en tant que dans une structure, comment est-ce qu'il doit exercer sa fonction de délégué du personnel? Chez nous, en tant qu'inspecteur du travail, nous parlons des attributions des délégués du personnel. En réalité, le délégué du personnel sert de croix de transmission entre la direction et les employés, en ce sens que les réclamations de tous les travailleurs concernant les conditions de travail sont portées à l'attention de l'employeur. Ça, c'est d'un point. Le délégué du personnel a droit, bien sûr, nous le reconnaissons, à un registre de doléances, c'est-à-dire pour porter les réclamations au niveau de l'employeur. Le délégué du personnel, en outre, a droit à un local bien aménagé, nous le reconnaissons, au niveau des entreprises qui ont bien des locaux, de tenir leurs réunions, d'avoir le registre, d'avoir tous les archives à ce niveau. Et par ailleurs, si les délégués du personnel travaillent sous un ciel sans local, c'est-à-dire par exemple les industries de bois et autres, ils doivent avoir un lieu aménagé pour tenir leurs réunions. Par ailleurs, les délégués du personnel doivent participer à des négociations, puisqu'ils font partie des syndicats. Ils doivent participer à des négociations qui vont amener les employeurs à prendre en considération leurs réclamations. Les délégués du personnel, nous allons dire toujours par ailleurs, doivent, en fait, ont droit, puisque c'est des prérogatives, ont droit à ce que nous appelons, ont droit à... Ok, c'est vrai que vous avez cité un certain nombre d'attributions. Excusez-moi, j'insiste sur ce fait, puisque les délégués du personnel doivent participer à ce que nous appelons le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise, ça veut dire qu'ils font des suggestions pour amener l'entreprise à booster sa production. Alors, mais qu'est-ce qui est fait à votre niveau, puisque c'est vous la tutelle, au cas où tout ce que vous venez d'énumérer là comme attribution reconnue aux délégués du personnel ne sont pas respectés? Qu'est-ce qui est fait à votre niveau? Nous n'avons qu'un rôle d'accompagnement de ces partenaires
Délégués du personnel, employeurs, syndicats, c'est nos partenaires. Nous les accompagnons dans l'accomplissement de leurs tâches. Au cas où l'employeur se montre réticent face à ces attributions, à ces propositions ou à ces suggestions faites par le délégué du personnel, est-ce que celui-ci peut prendre la tâche à l'inspection du travail? Qui doit prendre la tâche? Le délégué du personnel. Délégué du personnel. Oui, le délégué du personnel, quand il prend la tâche de l'inspection du travail, nous avons des mesures contraignantes, c'est-à-dire que nous procédons d'abord. Nous avons des missions en réalité. Nous avons la mission de contrôle, la mission de conseil, et par ailleurs nous avons mission de contrôle, conseil et conseil. Ok, d'accord. Bon, je vais dire nous avons 3 missions. Contrôle, conseil et... voilà, certainement il y a une autre troisième mission qui arrive. Alors, mais est-ce que le délégué du personnel est-il un délégué du syndicat? Est-ce que les deux fonctions... Non, les deux fonctions ne se confondent pas. En France, c'est une autre chose parce que le délégué syndical en France bénéficie d'une certaine immunité comme le délégué du personnel. Mais chez nous, au Cameroun, il reste constant que seul le délégué du personnel bénéficie de cette immunité. Vous comprenez donc qu'en réalité, il existe à l'intérieur de l'entreprise des délégués syndicaux, au Cameroun bien sûr, comme en France, mais qui n'ont même pas les mêmes rôles, puisque le délégué du personnel au niveau du Cameroun bénéficie de ce que nous appelons l'immunité, le délégué du personnel comme l'immunité parlementaire. Oui. Mais en France, le délégué du personnel bénéficie en même temps de l'immunité syndicale et de l'immunité des délégués du personnel. Alors, quel est le rôle que la tutelle ou alors l'inspection du travail a joué au cours de ces élections? Est-ce que c'est vous? Comment est-ce que se passent déjà les élections des délégués du personnel? Notre rôle qui a été cette année, je veux le dire, plus primordial, c'était d'enregistrer tous les PV et de dire que les élections se sont passées sans heurts. C'est ça, en fait, notre rôle. Et maintenant, on a quand même noté que dans certaines structures, ces élections n'ont pas eu lieu parce qu'il y aurait eu pas d'entente entre les différents candidats. Et dans ce cas, est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez décanter la situation? Comment est-ce que vous procédez? Je me dirais certes que le contentieux n'est pas évitable lors des élections, qu'il s'agisse des élections politiques ou des élections de délégués du personnel. Et nous notons justement qu'il devrait avoir de contentieux, que ce soit préélectoral ou post-électoral. Nous attendons aujourd'hui des contentieux post-électoral, mais nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui noté de contentieux préélectoral. Bon, alors, en temps de mésentente, je reviens également là-dessus, puisque le délégué est cette croix de transmission entre les employés et l'employeur. Si jamais il arrive que l'employeur décide de... Est-ce que l'employeur peut décider, suite à un malentendu, de révoquer ou alors de licencier un délégué du personnel? En fait, l'employeur a la décision de licencier un délégué du personnel. Il n'a pas la décision de révocation. La révocation appartient à ce que nous appelons le syndicat, puisque c'est le syndicat qui investit un délégué du personnel comme candidat. Et c'est le syndicat qui est le révocateur. En fait, pas le syndicat tout d'ailleurs, même en réalité, c'est ses pairs. C'est-à-dire ceux qui l'ont élu comme délégué du personnel qui peuvent participer à sa révocation. Nous avons 3 façons de faire sortir un délégué du personnel de son statut. Qui sont? Nous avons la mutation. C'est-à-dire que quand vous avez un délégué du personnel à Equinox, ce doigt-là, vous l'affectez à Yaoundé, il perd sa qualité de délégué du personnel. Nous avons la révocation, c'est-à-dire que ceux qui l'ont élu, l'effectif du personnel, qui l'a élu, peut amener ce délégué du personnel à être révoqué. C'est ce qu'on appelle la révocation. Et la demande d'autorisation de licencier un délégué du personnel appartient à l'employeur. Merci. C'est ça en réalité. Merci Gavana Vamana. Ganava Vamana, vous êtes inspecteur numéro 1 du travail à la délégation régionale du travail du littoral. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Le prochain rendez-vous,
C'est à minuit pour la rediffusion. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20 h.